Merci à Jacques Thiers, Centre culturel, de m'inviter et d'inviter les jeunes du DU Patrimoine, comme on les appelle, à venir exposer aussi leur travail. Hein. On aime bien se retrouver au SPAS, puisqu'on a fait la rentrée, si vous vous souvenez, il y a longtemps. Voilà. On a fait la rentrée ici. Je crois que d'ailleurs, on te demandera la salle pour faire la remise des diplômes. Je pense que c'est un peu notre salle fétiche, on va dire. Voilà. Donc, merci de nous accueillir. Merci au service du patrimoine, je ne la voyais plus, et à Sophie Cueil d'être avec nous, conservateur donc, du service du patrimoine CTC, d'avoir été avec nous depuis le début et puis de continuer à travailler effectivement avec nous jusqu'au bout. Merci aux différents collègues qui se sont déplacés et qui ont été les tuteurs. Dans un mois, c'est fini. Hein, j'ai vu Denis, j'ai vu Vanessa, Romain, Marie Miguet. Donc, je vais en oublier, bien sûr. Mais j'en ai vu plusieurs qui sont là avec nous et qui ont accompagné aussi ces 15 binômes, puisqu'en fait, ils sont 15 fois 2 à être sur le terrain. Ces binômes sont accompagnés par des tuteurs pédagogiques universités et puis aussi par les tuteurs de la CTC, tout le service du patrimoine qui s'est mobilisé toute l'année de façon très très forte avec ces jeunes, notamment sur le terrain et bien sûr durant la formation en amont. Voilà. Donc, et puis merci au public d'être là. Alors moi, je vais essayer dans un premier temps, si vous le voulez bien, de vous exposer, je dirais, la problématique, les objectifs aussi hein, de ce programme, et du coup la question du patrimoine, hein, puisqu'on est aussi non seulement là à travers un exemple pour dire voilà ce qu'il en est de notre patrimoine, et aussi pour discuter de cette question du patrimoine, parce que, à mon sens, c'est aussi une question socialement vive, hein, comme on a l'habitude de le dire, et peut-être notamment quand elle est envisagée dans sa question plutôt levier de développement, c'est-à-dire le patrimoine non seulement pour commémorer, ou le patrimoine non seulement pour effet de mémoire, mais aussi en tant que projet, à partir de ce que l'on va choisir, nous, aujourd'hui, de ce qui nous intéresse dans le patrimoine déposé depuis X temps, dans ce qu'on va mobiliser aujourd'hui pour demain. Hein. Donc, ce levier de développement qui peut être évidemment très, très moteur dans les régions, en tout cas dans certaines régions. En préalable, c'est difficile d'imaginer une politique, une stratégie, parce que le patrimoine, c'est avant les objets, avant les manifestations, avant les fêtes, avant les objets, entre guillemets, qui peuvent être immatériels. C'est une politique. C'est à un moment donné, effectivement, un inventaire qui doit être fait. Ensuite, une description, même sommaire. Là, c'est le cas, parce que c'est juste un inventaire préalable et il ne concerne que le bâti. Et ensuite, une caractérisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire aussi, nous, ce qui nous intéresse là-dedans, hein, ce qui pour nous est essentiel, non seulement qu'il faut conserver, hein, parce qu'on n'est pas seulement les héritiers de ce patrimoine, on en est surtout les dépositaires. Donc qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on transmet, et quel sens ça a aussi pour nous. Donc c'était un petit peu, je dirais, à l'origine de la création du projet. C'est en amont la réflexion qui a été menée au sein de l'UMR LISA, donc sur identité culture, les processus de patrimonialisation. Parce qu'il y a ce que l'on connaît comme étant digne, je dirais, d'intérêt, hein, ou ayant déjà une valeur, y compris marchande. Et puis, il y a ce qui est encore dans le stock, on va dire, de la culture, et qui peut-être va passer dans le stock patrimoine. Hein. Et donc là, il y a un choix à faire. Mais pour faire ce choix, il faut bien connaître déjà ce que nous avons, et il faut l'avoir décrit, et il faut l'avoir caractérisé. Alors, dans ce que vous allez voir aujourd'hui, on a opéré une sélection. D'abord, j'ai demandé à certains binômes et pas à d'autres, parce que je voulais un échantillon représentatif, on va dire un petit peu du travail qui avait été fait, de la façon dont les binômes aussi travaillent, parce qu'il y a aussi au préalable une stratégie pédagogique, d'association aussi de certaines compétences avec d'autres. Et puis, à travers ce choix, il y a aussi une volonté de dire le territoire, parce que le patrimoine, à un moment donné, c'est aussi légitimer, entre guillemets, un territoire, par ses fondements historiques, ici par sa caractérisation architecturale. Donc, dans le patrimoine, bien sûr, quand on fait l'inventaire, on parle évidemment du patrimoine religieux, on parle évidemment du patrimoine historique, mais
Moi, personnellement, ce qui m'intéresse davantage, et c'est pour ça que j'ai demandé aussi aux étudiants chaque fois d'insister là-dessus, même si au départ, ça ne leur paraissait pas forcément, je dirais, l'objectif, c'est le patrimoine essentiellement bâti qui concerne effectivement les maisons. Hein, parce qu'il me semblait qu'à titre anthropologique, moi, je ne suis que anthropologue et je n'ai un regard que à titre anthropologique, je dirais. Hein, je ne suis pas spécialiste du patrimoine du Hogarth, je ne suis pas architecte, je ne suis pas historien de l'art, etc. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette notion de paysage où, à travers un certain nombre de bâtis, dits patrimoine, appelés petit patrimoine ou patrimoine rural, on a, notamment à travers les maisons et tout ce qui entoure les maisons, quelque chose qui est dit aussi de la relation sociale, de la relation entre une société et un environnement, de la façon dont on va utiliser les ressources. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi dans le message qui est donné à travers donc, ce que nous allons caractériser. Et les maisons, parce qu'on y pense souvent moins. On pense, quand on avait fait les auditions des DU patrimoine pour savoir si on allait prendre un tel ou un tel, qu'on leur demandait, bon, mais alors, vous, dans le patrimoine, le patrimoine religieux, non, ça, vous n'allez pas le faire. Ah bon, donc alors, tout ce qui peut être, à un moment donné, édifice historique, non, ça non plus. Donc bon, on sentait bien dans les interrogations qu'ils se demandaient à la sortie, bon, mais alors, qu'est-ce qu'on va inventorier, finalement? Donc, et les maisons ne sont pas forcément, je dirais, les éléments du bâti, même si, a priori, nos villages, ils se caractérisent essentiellement, je dirais, par ce paysage-là. Hein. Donc, encore fallait-il entrer un petit peu plus dans le détail, encore fallait-il un peu plus caractériser ce bâti, hein, qui est pour nous presque, je dirais, qui va de soi, hein, et qui pourtant est bien une fabrication culturelle. Donc, à l'origine de la création de ce projet, il y a cette réflexion sur les processus de patrimonialisation, puisqu'il peut y avoir des objets, entre guillemets, matériels ou immatériels, qui n'ont pas encore été forcément inventoriés, qui n'ont pas bénéficié de politiques de valorisation et qui ne sont donc pas encore objets de patrimoine. Et c'est ça qui est intéressant. Et le questionnement, il est là, il est au cœur. C'est d'abord qui légitime, qui dit l'histoire, qui dit le patrimoine, qui dit à un moment donné la valeur. Et à partir du moment où il y a un processus de patrimonialisation et donc des institutions qui désignent l'objet comme étant un objet d'intérêt, lorsque les jeunes vont sur le territoire et demandent, etc., immédiatement, il y a un retour de la communauté. Parce qu'immédiatement, on a le sentiment... Alors, parfois, il y a un premier temps, un peu de précaution, parce que les gens, dès qu'on commence à s'intéresser à leurs biens, on ne sait jamais... c'était d'ailleurs, ils ont démarré au moment de la réforme, enfin, où on entendait parler de la réforme des arrêtés Miot, donc il y a eu une petite crispation, hein, on se demandait si ce n'était pas des collecteurs d'impôts qui venaient un petit peu faire l'inventaire du patrimoine, donc il y a toujours forcément hein, un petit sentiment de crispation, et puis après, je pense qu'une fois qu'on sait qu'on n'est pas venu pour les déposséder, et la dépossession, le sentiment de dépossession, on le sait, lorsqu'on est dans un processus de légitimation, il est très très fort, puisqu'on se sent très proche, hein, je dirais, de ce qui nous appartient, de ce qui nous construit, que ce soit au niveau du patrimoine, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau d'un certain nombre de manifestations, de fêtes, etc. Mais dès que ça passe la barre, je dirais, de l'espace plus public, hein, dès que ça commence à être décrit, normé, etc., dès que ça passe à la barre des médias, dès que ça devient une exposition, dès que ça rentre dans les musées, etc., on a aussi ce sentiment de dépossession. Donc, il faut travailler avec ça, mais il est très clair que la communauté en général, et on a beaucoup de retours là-dessus, d'abord, elle attendait hein, ces jeunes, parce qu'au fur et à mesure, on savait qu'ils allaient passer, et je crois qu'ils pourront vous le dire, il y a eu un très très bon contact, un vrai échange, et je pense que ces actions-là, elles contribuent aussi sur le terrain à faire en sorte qu'il y ait une certaine maturation aussi hein, par rapport à ce sentiment de valorisation. On prend conscience qu'effectivement, ça et ça, eh bien, c'est digne de valeur. Hein. Donc, je pense qu'il y a dans le processus de patrimonialisation aussi cet effet, je dirais, dynamique hein, de conscientisation qui se fait évidemment sur le terrain, parce que c'est l'université et la CTC, etc., etc. Aussi parce que c'est des jeunes hein, et que donc, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas héritier, on est dépositaire. Il y a le lien intergénérationnel qui est très très fort dans l'idée de patrimoine. Je pense qu'il a été particulièrement réactivé, puisqu'il y en a qui sont très jeunes parmi nos étudiants du DU patrimoine. Donc,
c'est une idée que nous avions. Après, il y a eu la sollicitation, bien sûr, de la CTC, hein, parce que c'est un partenariat, c'est important de le dire, parce qu'il y avait aussi cet enjeu-là, réussir un partenariat entre institutions. Ma foi, mélanger là, hein, le savoir et le pouvoir, c'est pas toujours évident. On n'opère pas dans les mêmes sphères, on dira, mais il était clair que depuis la loi de janvier 2002, donc depuis effectivement le transfert des compétences, il y avait en matière patrimoniale du travail à faire, que le travail est considérable, que les services du patrimoine de la CTC ont aussi leurs limites et que si on pouvait apporter notre pierre à l'édifice, c'était tant mieux. Donc il fallait forcément travailler aussi en collaboration, puisque à un moment donné, la restitution, elle doit être commune. Il ne s'agit pas, évidemment, pour nous de capter des données et de les garder. Il s'agit de toute façon, ensuite, qu'il y ait une restitution publique à la communauté, parce que ce que nous avons collecté, ça appartient à la communauté, et il faut le remettre en quelque sorte, hein, évidemment, en exercice, en usage, hein, pour que ça devienne à la sortie un projet qui soit commun, hein. Donc, cette idée de restitution publique qui nous anime, elle sera matérialisée en juin 2014, a priori, puisque les jeunes auront fini leur travail fin décembre, janvier, soutenance de leur diplôme et de leur présentation générale février. Et donc, nous, sur la médiathèque culturelle de la Corse et des Corses, qui sera mise en ligne au printemps, ouverte au grand public, il y aura possibilité de consulter l'ensemble de la base de données, en tout cas des communes que nous aurons répertoriées, les 149 prévues. Enfin, j'espère qu'on arrivera à 149. Peut-être pas, mais bon, allez, on va essayer. C'était ce qui était prévu, hein. Il y a eu quelques difficultés, on va dire, mais enfin, ils ne sont pas loin, hein, donc on va le voir. Donc, il y aura effectivement possibilité pour chacun d'aller consulter pour sa commune un certain nombre de données, etc. etc. Donc, l'idée, hein, c'est bien cette idée de lien intergénérationnel, de boucle, hein, à partir d'un inventaire et ensuite de restitution. Voilà. Donc, nous, on avait cet objectif de couvrir les 20 micro-régions et les 149 communes. Je vous l'ai dit sous forme plus rapide, hein. La première phase, c'était effectivement d'abord former des étudiants, parce que c'est à la fois un moyen de sensibiliser, bien sûr, les acteurs locaux, mais d'en faire eux-mêmes des acteurs, hein. La formation est au cœur de l'innovation, hein. À un moment donné, il peut pas, hein, on le voit, aujourd'hui, on publie les résultats de l'enquête PISA, on voit que les 5 premiers pays classés, la France, elle est 15e, donc pour la 5e puissance, c'est pas très bon d'être 15e, mais on voit que dans les 5 premiers, ceux qui couplent formation et innovation sont les plus performants, hein. Donc on ne peut pas imaginer de l'innovation, que ce soit de l'innovation sociale, de l'innovation économique, si à un moment donné technologique, on n'a pas évidemment un fort taux, hein, de formation. Et je pense que là, c'était aussi une expérience pour nous à l'université. Les DU, bon, c'est vrai que le reproche, c'est du one-shot, ça dure un an, après ça disparaît, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après, etc., etc. Oui, mais en même temps, on fait un peu comme on veut. Voilà. Donc, c'est aussi l'intérêt, c'est-à-dire que c'est nous qui définissons les méthodes pédagogiques, c'est nous qui définissons le programme, la façon de travailler, etc. Le fait que là, ils étaient en binôme, qui s'est formé à la fois théoriquement par des enseignants-chercheurs, par des gens de terrain, par des professionnels du patrimoine, au niveau de la région, mais aussi à l'extérieur par d'autres régions qui sont venues dire, hein, Languedoc-Roussillon, Alsace, etc., PACA, qui sont venus dire leur expérience. Également, autour, un environnement qui a été mobilisé, les archives départementales, les bibliothèques, etc. Donc, tout ça qui, à un moment donné, hein, fait en sorte que dans une formation, ça puisse concourir à la formation, effectivement, des jeunes. C'est important, voilà, hein, et ça, ce maillage-là et cette force-là, c'est pas toujours évident de le faire dans un diplôme plus classique. Voilà. Donc, et là, le pari, c'était aussi celui de l'alternance sur le terrain, hein, donc, où effectivement, à partir des 3 mois où on les mettait un peu comme ça en vase clos à essayer d'incuber, hein, un maximum les informations, à partir du 3e mois, ils se retrouvent sur le terrain, accompagnés certes, mais sur le terrain, à mettre en œuvre leurs principes, méthodes et techniques. Donc voilà, hein, il s'agissait pour nous de montrer que, à travers cette formation, on travaillait non seulement à l'inventaire du patrimoine, mais sur le plan pédagogique,
on a essayé aussi d'être un petit peu innovant. Et je crois que la façon dont on a travaillé en équipe pédagogique ne ressemble en rien à la façon dont on travaille d'habitude sur un diplôme plus généraliste, on va dire. Voilà. Donc, vas-y, la phase 2 elle commencera effectivement lorsqu'on aura terminé ce collectage et qu'on aura un échange et une stabilité de ces données, de l'ensemble des données collectées. Bon, c'est relativement énorme. On faisait le point ce matin. Je crois qu'en nombre de photos, il va falloir faire des sélections parce qu'on ne pourra pas évidemment tout mettre, mais on va tout garder dans la base de données parce que c'est intéressant dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, de voir un petit peu, effectivement, on a ce repère-là. Après, sur la M3C, on aura une restitution des fiches, bien entendu, et des photos qui accompagnent les fiches, mais pas de l'ensemble, je dirais, des photos que vous avez collectées, parce que c'est relativement énorme. Il y a aussi tout le fonds documentaire, puisqu'il y a de la cartographie, les différents plans qui ont été mobilisés, ils vous décriront leur travail, leur méthode de travail. Il y a aussi, évidemment, des archives, donc tout ça aussi sera mis à disposition du grand public. Et puis, dans la M3C, on construit également un petit parcours DU Patrimoine, où là, on verra sur le terrain les visites, les conférences, les extraits, le côté, je dirais, dynamique de la formation, la formation en train de se faire aussi également. Et enfin, la phase 3, donc, qui devrait démarrer par la suite. Moi, mon idée, et j'espère qu'on va arriver au bout, c'est qu'à un moment donné, parmi les 30, il y ait quelques éléments un petit peu plus dynamiques pour essayer avec l'incubateur et avec la mission créativité de l'université de faire en sorte qu'on puisse déboucher sur un projet d'entreprise. Parce qu'il est évident qu'en matière d'emploi public, on ne va pas avoir, les collectivités sont petites, etc. On ne va pas avoir des agents du patrimoine dans chaque commune, loin de là. En revanche, on a un certain nombre d'actions qu'il faut mener et pour lesquelles on pourrait être, à un moment donné, prestataire d'un ensemble des communes. Après, il faut voir à quel échelon, voire aussi de certain nombre de privés qui sont demandeurs aussi. Mais dans un premier temps, il y a une démonstration pour dire voilà ce qui existe et voilà ce qu'il y a. Parce que moi, quand j'ai l'occasion de montrer un petit peu à différents acteurs le travail qui est réalisé, ça donne des idées de développement, c'est très clair. Bon, après, il faudra faire des choix parce que malheureusement aussi, il faut bien le dire, dans certaines régions dans lesquelles les jeunes sont allés, on s'aperçoit aussi que démographiquement, c'est plus soutenable, entre guillemets. C'est-à-dire que là, si on voulait essayer, à un moment donné, évidemment, de redémarrer sur des activités, ce serait très, très difficile. Il y a d'autres régions, au contraire, où, effectivement, on a encore de l'activité, où il y a encore un tissu et où là, on peut s'appuyer pour créer. Donc, il ne faut pas se condamner à l'impossible. Il faut essayer aussi de faire en sorte que là où ça va se faire, il y ait un maximum de paramètres qui soient réunis pour que, en quelque sorte, la greffe ou l'implantation soit bonne. Donc ça sera la phase après, je dirais, le mois de février, quand les jeunes auront restitué. Il y a quelques journées déjà sur lesquelles on travaille. Ce sont des journées d'insertion, des journées effectivement aussi d'information, une journée avec l'incubateur. On va essayer de prolonger ce travail parce que, bon, on aura quand même ce recul sur le travail qui a été fait pour aller plus loin. Voilà. Donc, avec, on espère, un prolongement sur le CPER prochain, mais ça, c'est pas le lieu aujourd'hui. Donc, ça, c'est le chrono qui a été respecté. Bon, on s'est vu régulièrement pour travailler sur ce protocole-là. Ça, c'était la carte que nous avions effectivement à couvrir au départ, les 149 communes. Vous voyez qu'on est beaucoup sur le centre Corse, on est beaucoup sur le rural aussi. Et ça me paraissait justement intéressant et pertinent qu'on travaille sur ce territoire-là. Outre qu'en matière de patrimoine bâti, c'est un territoire qui est évidemment très riche. On continue. Ça, c'est l'avancée du travail. Le camembert commence à se
à se remplir. Hein. Donc 149 au départ. Le point au 30 novembre, c'est 117 communes inventoriées. Voilà. Après, il y en a encore qui sont en cours de traitement. Et puis, il y en a d'autres peut-être qui demanderont à être revues. Mais enfin, relativement, on peut dire que à un mois et demi de la fin du travail, on devrait pouvoir à peu près boucler le programme. Et c'est bien parce que c'était quand même un gros challenge pour les étudiants, pour nous, pour le service du patrimoine qui a beaucoup encadré ces jeunes. Donc, je pense que c'est une belle réussite pédagogique au moins, hein, on va dire, là-dessus. Je vais passer maintenant la parole aux binômes hein, qui ont été choisis. Alors, chacun d'entre eux avait une feuille de route. Hein, il faut qu'ils présentent de façon, en vue d'ensemble, je dirais, la commune qu'ils ont choisie. C'est à eux de choisir dans leur canton ce qu'ils voulaient présenter. Hein, donc la commune. Et ensuite, présenter la description de cette commune et insister ce qui leur semblait être représentatif hein, de cette commune-là. Je leur ai demandé aussi de faire un petit point à la fin sur les méthodes de travail, parce qu'il me semble que l'échange, là aussi, doit être important. Voilà. Donc, je crois qu'il y a 5 présentations hein, donc, qui vont se succéder. Et je pense que c'est en entrant dans le détail de l'inventaire qu'ensuite, on pourra revenir sur les questions de fond que j'ai annoncées au départ.